Nous sommes dans le désert d'Afrique du Sud. Il n'a pas plu depuis presque un an. Tout semble mort. Et soudain, enfin, il pleut. En 24 heures, le désert aride se couvre de végétation. Et en moins d'une semaine, il est couvert de fleurs. Ce miracle est dû à une invention des plantes que nous sommes toujours loin de savoir imiter. Le pouvoir de mettre la vie en conserve. La faculté d'attendre, des années s'il le faut, les conditions favorables pour donner naissance à un être. En un mot, la graine. Comment la graine réussit-elle ce miracle? Grâce à une intense déshydratation. Une graine contient rarement plus de 15% d'eau, contre 50 à 90% pour les autres organes de la plante. Voyez ces graines dans un bloc de plâtre. Ceci est filmé en accéléré, elles le font éclater. Il arrive pourtant que la plante ne se donne pas la peine de doter sa graine du pouvoir d'hibernation. À quoi bon? Pourquoi le ferait-elle dans les pays sans hiver ou sans saison sèche? Ainsi, le cacaoyer, filmé ici en Côte d'Ivoire. Sa graine ne peut pas se conserver plus de quelques jours parce qu'elle garde toujours le tiers de son poids d'eau. Cela ne réduit pas suffisamment les réactions chimiques pour endormir l'embryon. Il faut donc qu'il se développe aussitôt après la fécondation, comme un embryon animal ou humain. Ce n'est d'ailleurs pas la seule originalité du cacaoyer, ses fleurs et ses fruits se développent directement sur le tronc. Et puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, allons donc saluer cet arbuste qui envahit les plages du littoral. D'une certaine manière, il est encore plus proche de l'homme. Pourquoi? Parce qu'en somme, il est vivipare. Il accouche d'un petit. Les racines du palétuvier émettent des extensions dressées qui, à marée basse, constituent les véritables poumons de la plante. Quant à la graine, elle germe immédiatement sur l'arbre. Le palétuvier accouche donc, littéralement, car il n'émet pas une graine, mais une jeune plante formée dans le ventre de la fleur mère. Grâce à sa forme hydrodynamique, elle flotte en attendant le reflux. À marée basse, grâce à sa racine pointue, elle se fiche dans la vase comme une fléchette. Il ne lui reste plus qu'à grandir et à apprendre à vivre sur des échasses comme ses parents. Cette façon d'accoucher d'un vrai bébé, au lieu d'une graine, est une exception. La règle, chez les plantes, c'est d'avoir une graine. Et cette graine, il faut qu'elle voyage. Pas question qu'elle reste à pousser dans les jupes de maman, c'est-à-dire au pied de la plante mère, où elle serait gênée pour s'épanouir. La noix de coco, grâce aux fibres épaisses, imperméables qui l'entourent, est capable de se faire emporter par la marée et de dériver pendant des mois pour aller s'échouer et pousser sur un autre continent,
à des milliers de kilomètres de là. Les parents du bébé cocotier ont d'ailleurs bien soin de pousser le plus près possible de l'océan. Et sur les plages, on les voit toujours tendre le cou vers la marée, comme s'ils voulaient être sûrs qu'elle va emporter ses enfants. Et le cocotier a tout prévu. 3 petits trous pour que le bébé puisse percer la paroi de son berceau étanche et un fabuleux biberon pour le voyage. Les noix contiennent suffisamment de réserves alimentaires pour nourrir et développer les plantules jusqu'à les faire dépasser 30 cm de hauteur. Et quand nous parlons de bébé cocotier et de biberon, il faut noter que la plante ici nourrit bel et bien son enfant, avec du lait. Ce lait, à l'intérieur de la noix, se baratte en quelque sorte spontanément, donnant du beurre de coco dont la plantule se nourrit. Et l'homme aussi. Quant aux plantes à fruits et à graines résolument terrestres, pour envoyer leurs enfants vivre leur vie le plus loin possible, elles développent des stratégies dont certaines, vous allez voir, sont stupéfiantes. Commençons par les plus classiques. D'abord, se servir du vent. Voici les fruits planeurs, avec des ailes qui tournent. Comme ceux de l'orme, du frêne, du charme, du tilleul, de l'érable, pour augmenter encore le rayon d'action des graines, certaines sont équipées de houppes cotonneuses, légères, que le vent emportera très loin. Très efficaces. Il suffit de voir ce qu'on appelle au printemps la neige des saules et des peupliers. Ce sont des graines qui s'envolent. Le fruit de la clématite a choisi ce moyen de voyager. Et l'asclépias aussi. Quant à ces linégrètes, dont la présence est le signe des tourbières, dans certaines régions, jadis, les paysans filaient la soie des petites houppes destinées à faire envoler leurs fruits. La plus célèbre des graines à houppes, c'est celle du coton, dont nous avons filmé ici la récolte en Afrique. Mais les hommes, à force de sélectionner les plants, ont fini par obtenir des houppes tellement lourdes qu'elles ne peuvent plus s'envoler. Mais qu'importe si la plante est devenue infirme, puisque désormais, c'est l'homme qui se charge de sa reproduction. À l'inverse, et puisqu'ils étaient en Afrique, nos reporters en ont profité pour filmer le chef-d'œuvre des graines à houppes. Ces fleurs sont celles des strophanthus, des lianes tropicales. Elles donnent des fruits en forme de cigare, où les graines, alignées comme des parachutistes, attendent le largage. Quand le cigare bien mûr va s'ouvrir, des milliers de graines parachutes vont s'envoler pour aller pousser ailleurs. Là où est le chef-d'œuvre, c'est que le vent, dans les forêts tropicales, n'est jamais qu'un souffle de brise très ténu. Mais le parachute personnel de chacune des graines est fait de soie si légère qu'il peut profiter de la moindre risée, comme le font les spinakers sur les voiliers de course croisière. Mais voici les fruits parachutes les plus perfectionnés. Tout le monde connaît ceux du pissenlit. Ce que l'on sait moins, c'est que ce fruit parachutiste, s'il tombe à l'eau, est équipé d'une Mae West. Ses soies se recourbent, emprisonnent une bulle d'air, ce qui permet aux petits fruits secs de dériver jusqu'à un rivage.
Et ce n'est pas tout. Ce cousin du pissenlit, que les Américains appellent barbe de chèvre, largue ses fruits parachute exactement comme lui. Mais regardez ce que le film accéléré permet de constater. Le parachute du fruit lui permet de tomber sur le sol la pointe en avant. Et une fois à terre, les variations de l'humidité font s'ouvrir et se fermer le parachute, ce qui aide la graine à se planter. Mais voici, pour voyager avec le vent, un autre système. Celui de cette plante, vedette des westerns, que les Américains appellent tumbleweed, la mauvaise herbe qui fait des galipettes. C'est un buisson qui se détache tout entier quand ses graines sont mûres, ce qui lui fait éparpiller ses graines sur des kilomètres, comme ici dans le désert de l'Arizona. Et puisque nous sommes dans le désert américain, allons donc voir les cactus. Il y a des animaux qui fréquentent les cactus. De là à se servir d'eux pour transporter leurs graines, pour le cactus, il n'y a qu'un pas. Notez bien que le cactus, comme beaucoup de plantes, prend soin de garder son fruit vert, donc peu attractif pour les animaux, et chargé d'acides au goût dissuasif, tant que ses graines ne sont pas prêtes à germer. Alors seulement il devient rouge. Et il tombe. Sa couleur attire une tortue qui le mange. Très bien, car les graines sont prévues pour résister au transit intestinal. Rejetées plus loin, ce qui est le but recherché, elles donneront un bébé cactus. Aux petites baies comme celle du sorbier, elles transforment les oiseaux qu'elles attirent en véritables bombardiers à graines. Des bombardiers de vie au lieu d'être des bombardiers de mort. Mais il y a aussi les fruits qui font de l'autostop avec les animaux. Si vous les regardez de très près, les petits fruits ont des crochets qui leur permettent de s'accrocher à la toison des moutons. Ou des chiens, ou des chaussettes des gens, ou comme ici dans la prairie américaine, des ragondins. Quant à cette herbe si jolie, qui adore les dunes de sable, c'est le lagurus, ce qui signifie en latin queue de lièvre, à cause des longs poils laineux de ses inflorescences ovales, dont on fait des bouquets pour l'hiver. Quand les graines sont mûres, le vent peut les emporter grâce à ses poils, mais elles peuvent aussi s'accrocher à n'importe quel animal. Grâce à quoi, la queue de lièvre, encore presque inconnue sur la côte atlantique de la France à la fin du 19e siècle, a remonté de plusieurs centaines de kilomètres vers le nord depuis 50 ans. Mais voici le plus étonnant et le plus spectaculaire. Les plantes qui, trouvant qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, décident de projeter elles-mêmes leurs graines. Ainsi, la balsamine sauvage, cette mauvaise herbe qui aime l'ombre et l'humidité des herbes des forêts. On l'appelle aussi impatience ou ne me touchez pas. Quand ces fruits sont mûrs, les capsules qui les contiennent s'ouvrent au moindre contact et projettent leurs graines jusqu'à 3 mètres. Pour analyser le phénomène, il a fallu le filmer à 24 000 images secondes.
Vous allez maintenant assister au lancement du fruit du géranium sauvage. D'abord, en accéléré. Les 5 parties du pistil qui portent les fruits se relèvent pour se mettre en position de lancement. Attention, voici le lancement au ralenti. Les catapultes vont se libérer. 5, 4, 3, 2, 1, top! Les graines sont projetées à plusieurs mètres. Mais le champion de la projection des graines, c'est l'Ecballium, plus familièrement concombre d'âne ou concombre à trappe, qui se plaît sur les talus dans les régions méditerranéennes. Touchez-le, il projette ses graines comme de la mitraille jusqu'à 10 mètres. Voici le phénomène à 8000 images secondes. La pointe métallique va toucher le fruit. L'analyse de ce film a permis de mesurer la vitesse initiale d'éjection. 15 mètres secondes. Mais voici qui va peut-être encore plus vous étonner. Si le fruit de l'avoine sauvage a ces 2 longues antennes, ce n'est pas pour rien. Une fois tombé sur le sol, grâce aux variations d'humidité, il est capable de s'éloigner tout seul de la plante mère pour aller germer plus loin. C'est visible même à l'œil nu. Ceci est filmé à la vitesse normale. Comment ça marche? C'est le cas de le dire. Eh bien, voici une des antennes en gros plan. Le mouvement accéléré 2 fois. Ce sont les changements d'humidité qui font se tortiller et se détortiller les antennes, ce qui fait ramper le grain d'avoine sauvage. Le grain d'avoine cultivé ne pouvant plus le faire, car à force de sélection, on a fini par supprimer ces antennes. Il y a encore mieux. C'est un cousin des géraniums sauvages, l'érodium. Les fruits de cette plante sont munis d'un prolongement en bec de héron qui possède un hygromécanisme. C'est-à-dire qu'en s'humidifiant, il s'enroule ou se déroule quand il sèche, ce qui les fait ramper sur le sol et s'éloigner de la plante mère. Mais ce n'est pas tout. Si l'extrémité libre du bec rencontre un obstacle, regardez ce qui se passe. Ici, l'extrémité du bec est bloquée par une pipette fine et humectée en même temps par une goutte d'eau, comme le ferait la pluie ou la rosée. Résultat, la graine se visse toute seule dans le sol. De plus, les soies tournées vers l'arrière lui permettent un meilleur ancrage.
Voici, filmée en Union soviétique, une graminée sauvage qu'on appelle stipa. Elle utilise deux techniques. Le vent pour s'éloigner, grâce à une longue antenne en forme de houppe légère, et l'hygrométrie, là aussi, pour se visser toute seule dans le sol. Et pour finir, voici une histoire qui va nous amener en Chine. C'est l'histoire de cette plante qui est la championne de longévité des graines, le fameux lotus sacré. On a fait germer des graines de lotus qui dataient de 1000 ans. Ces graines sont contenues dans les trous de ce curieux fruit du lotus qui a l'air ainsi d'une pomme d'arrosoir. Quand les graines sont mûres, le fruit se sépare de la tige, tombe et se met à flotter dans l'eau, la tête en bas, comme une capsule spatiale récupérée dans l'océan, grâce à son tissu spongieux, lesté par le bas. La capsule Nelumbo dérive ainsi au gré des courants et des vents. Elle finit par libérer les bébés lotus qui plongent et vont pousser dans la vase. C'est ainsi que le lotus sacré se répand le long des fleuves d'Asie. Le lotus sauvage. Car en Chine populaire, où ont été tournées ces images, les hommes ont décidé que, sacré ou pas, le lotus valait la peine d'être cultivé. Les paysans ramassent les graines qui sont comestibles et surtout récoltent les tubercules des lotus qu'ils mangent comme des pommes de terre, en légumes ou sous forme de fécule. Et comme pour les pommes de terre, au lieu de ressemer des graines, ce qui serait trop long, ils repiquent des tubercules de lotus sous l'eau, dans la vase. Ainsi donc, le lotus n'est plus sacré. Il est utile et domestiqué. Mais c'est tout ce que l'homme peut faire. Apprendre à replanter un tubercule. Ce qu'il n'est toujours pas prêt de savoir imiter, c'est une graine, comme celle du lotus, capable d'attendre 1000 ans.